Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui se joignent à nous de la côte ouest. Je suis Omar Osman. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième journée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mentionner qu'aujourd'hui, la séance est disponible tant en anglais qu'en français. Ce que cela signifie, c'est qu'en bas de votre écran, vous allez avoir un globe terrestre. Choisissez cette icône et ensuite vous pourrez choisir la langue de votre choix, anglais ou français. Je vais laisser la parole à Marie-Hélène qui va vous en dire davantage. Oui, alors bonjour, merci d'être là à cette troisième journée de conférence. Alors, à cette conférence sur table ronde Aide parents quand on a une maladie on parenting. I'm sorry, but I hear it in English. And I selected French. Mais je suis désolée. Alors, pardon. Alors, je voudrais vous expliquer que c'est une conférence bilingue. Il va y avoir des conférenciers francophones, des conférenciers anglophones. Alors, si vous voulez aller dans le bas de l'écran, vous avez une icône en forme de globe et là, vous pourrez choisir la langue de votre choix, français ou anglais, et peu importe la langue des conférenciers, vous allez entendre la conférence dans la langue de votre choix. Alors, merci et bonne conférence. Excellent. And I just want to thank everyone so much for Je veux vraiment remercier tout le monde pour leur patience. Et nous avons Marc et Christine. Et je sais que quand je parlais à mes collègues, une chose que nous voulions faire, c'était d'avoir des conversations intéressantes. Donc, c'est bien d'avoir la chance de se parler, d'avoir l'occasion de le faire. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer la table ronde grâce à une présentation de Nathalie Allard. In Quebec, there's a unique... De Québec. Au Québec, il y a une organisation incroyable qui offre énormément de soutien aux gens qui ont des problèmes neuromusculaires. Ensuite, ma collègue Marie-Hélène va commencer la présentation. Marie-Hélène. Oui, merci, Omira. Alors, je vais présenter la conférencière qui va parler de la clinique Parents Plus et Nathalie Allard. Elle est ergothérapeute depuis 1999. Elle a principalement concentré sa pratique auprès des personnes présentant un AVC ou une déficience motrice cérébrale, tant en milieu hospitalier, en centre de réadaptation qu'à domicile, les 15 premières années suivant l'obtention de son baccalauréat. Elle se spécialise maintenant auprès des parents ayant tout diagnostic de déficience physique à la clinique Parents Plus depuis 2014. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour cette introduction. Merci pour votre invitation aussi de présenter aujourd'hui dans votre webinaire pour Dystrophie musculaire Canada. J'ai un PowerPoint, je ne sais pas comment on va gérer. Voilà, Marie-Hélène va pouvoir le débuter. Donc, on m'a invité aujourd'hui pour vous parler de la clinique Parents Plus. Voici. Alors, mon objectif, c'est de vous parler, on peut mettre la suivante. Mon objectif, c'est de vous parler de la clinique, qui est-ce qu'on est, de vous expliquer notre mission et son impact. Et on m'a demandé aussi de vous montrer quelques-uns de nos équipements spécialisés. Alors, ce qui est intéressant, au Canada, c'est 8,7 % des adultes canadiens dont les activités quotidiennes sont limitées par une incapacité qui sont également parents. Aussi, au Québec, c'est 13,8 personnes, 13,8 % des personnes qui ont une incapacité qui vivent aussi dans un ménage qui comporte un enfant de moins de 15 ans. Donc, la possibilité d'être parent et d'être en situation de handicap, il y a possibilité que ça rejoigne beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est la clinique Parents Plus? Bien, la clinique Parents
c'est une équipe qui est en croissance depuis plus de 20 ans. C'est une clinique qui fait partie d'un centre de réadaptation en déficience physique à Montréal et aussi, donc, qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est donc un service gratuit. Dans notre équipe, il y a 4 ergothérapeutes, une coordonnatrice clinique, une agente administrative et un mécanicien en orthèse-prothèse. Quelle est la mission de la clinique? Bien, Omira l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une mission qui est unique au Québec. Il n'y en a pas deux comme nous pour l'instant. Puis on concentre tout notre temps pour soutenir puis accompagner les personnes qui ont une déficience physique et qui sont aussi à la fois parents. Donc, on les soutient dans l'accomplissement de leur rôle. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour recevoir nos services? Bien, il faut être un parent, un futur parent ou un grand-parent de bébé de moins de 2 ans. Il faut aussi avoir un déficit, un diagnostic de déficience physique qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à donner nos soins, les soins à notre bébé. Et il faut aussi être résident du Québec. On dessert une clientèle extrêmement variée. Ça peut être un parent qui a eu un trouble, un traumatisme crânio-cérébral, par exemple, des séquelles de polio, un AVC ou une maladie neuromusculaire. Vous voyez, je l'ai entouré. C'est environ 14% de notre clientèle. Donc, dans les 2 qui sont le plus représentés de parents qui reçoivent nos services. Chaque personne qui va être référée à la clinique va être rencontrée par une ergothérapeute. Le rôle de l'ergothérapeute, c'est vraiment de faire l'évaluation avec le parent des situations de handicap. Donc, de regarder avec elle quels sont les soins où elle ne réussit pas, les soins qu'elle ne peut donner à son enfant ou où est-ce qu'il y a des difficultés. Son travail ensuite, c'est de faire des recommandations, soit de recommander des stratégies, une façon de donner le soin, des moyens de compensation ou aussi recommander des équipements qui sont adaptés aux besoins du parent. L'ergothérapeute va aussi s'occuper de faire les démarches de financement auprès des organismes payeurs pour l'attribution de ces équipements-là. Le travail de l'ergothérapeute va se faire à domicile. Pour nous, c'est extrêmement important d'être dans le milieu de vie du parent. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin quel impact ça a. Aussi, on va travailler au niveau, on va faire du prêt et de la location de nos équipements adaptés qui sont spécialisés et exclusifs. Ça aussi, à la fin de la présentation, je vais pouvoir vous montrer quelques exemples. Aussi, qu'est-ce qu'on va faire ici à la clinique? On va participer à des projets de recherche puis soutenir aussi l'accessibilité à la parentalité pour l'ensemble des parents qui ont des déficiences physiques. Donc, l'ergothérapeute, c'est quoi le travail de l'ergothérapeute? C'est quoi le processus qu'on vient faire avec nous? Bien, premièrement, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est qu'on va regarder les facteurs personnels de notre parent. Fait qu'on veut savoir quelles sont les capacités et les incapacités, entre autres au niveau moteur et sensoriel. Par exemple, est-ce que j'ai un bon équilibre debout? Est-ce que je dois me déplacer en fauteuil en tout temps? Est-ce que j'ai suffisamment de force pour soulever une charge? Est-ce que j'ai une bonne sensation aussi qui me permet d'avoir une précision dans mes mouvements? On va regarder aussi au niveau de la douleur, de l'endurance musculaire. On va regarder également au niveau des capacités cognitives. Est-ce que je peux être attentif? Est-ce que je suis en mesure de planifier l'ensemble d'un soin, de reconnaître quand j'ai des erreurs, de m'assurer aussi de la sécurité de l'enfant et de rester vigilant, de rester attentif à la tâche. On va regarder aussi qu'est-ce que notre parent veut. C'est extrêmement varié. Donc, notre parent peut vouloir être en mesure de sortir seulement avec l'enfant, d'accompagner la famille puis de participer au jeu à l'extérieur. Ou il pourrait aussi vouloir assumer l'ensemble de tous les soins à bébé en tout temps de façon indépendante. On va regarder au niveau des facteurs environnementaux, la particularité
particularité qu'on a ici dans le rôle de parent, puis nous, on en regarde spécifiquement le 0-2 ans, c'est que dans cette période-là, ça va énormément changer. On a un bébé qui va évoluer rapidement et qui va toujours avoir de plus en plus de capacités. Ça a un impact important sur le rôle de parent. Si je pense à donner le bain, ça va être très différent à donner le bain à un enfant de 1 mois qui a peu de contrôle, qui n'a pas de contrôle du tronc, pas de contrôle de la tête, que je dois soutenir complètement pour aller déposer, par exemple, dans une baignoire d'appoint, versus un enfant qui a 1 an et demi et qui, lui, est capable de marcher, qui pourrait même rentrer par lui-même, par exemple, dans une baignoire standard. Donc, au niveau de l'environnement, qu'est-ce que je vais regarder aussi, c'est dans quel environnement j'évolue. Quels sont les équipements de bébé j'ai déjà en place? Est-ce que je reste dans une maison accessible de plein pied ou, par exemple, je reste dans un appartement auquel je dois accéder par 35 marches? Est-ce que j'ai une douche en seuil, une baignoire régulière? Donc, tout ça va avoir un impact sur les soins donnés. On va regarder aussi c'est quoi la famille, l'entourage, les personnes qui sont présentes. Est-ce que le conjoint est là, fait du télétravail, est là toute la journée et pourrait contribuer à des déplacements et des besoins ponctuels de l'enfant, par exemple? Ou est-ce qu'il revient seulement le soir? Ou est-ce qu'on a un parent qui est monoparental aussi? Est-ce qu'on reçoit de l'aide aussi du réseau? Donc, toutes ces choses-là ensemble, on va les regarder et on va se pencher sur c'est quoi l'interaction que ça donne et regarder si notre parent est en situation de handicap et pour quels soins aussi à donner à l'enfant qui est en situation de handicap. Comment les modalités qu'on va utiliser, on va faire des rencontres en salle d'évaluation. Où est-ce que je me trouve présentement? C'est notre salle d'évaluation. Donc, ça va nous permettre de faire des mises en situation avec bébé. Si bébé est déjà né, si bébé n'est pas né, on va utiliser par exemple nos poupées lestées comme celle-ci, avec des poids différents. Donc, ça va nous permettre de faire des essais de soins. On va faire des essais aussi d'aide technique spécialisée et de stratégie. On a aussi la possibilité de rencontrer notre mécanicien en orthèse-prothèse. Lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? C'est vraiment de venir personnaliser nos équipements. Donc, par exemple, il y a beaucoup de nos équipements qui fonctionnent avec des systèmes d'attache. Alors, est-ce que je devrais avoir un système d'attache à clip ou un système d'attache à velcro selon ma capacité à manipuler des petits objets? C'est quelque chose qui va nous aider à ajuster. Comme je disais tout à l'heure, on va intervenir à domicile. Puis, principalement en fait, on se déplace dans la grande région montréalaise et à l'extérieur de ça, on couvre aussi toutes les régions du Québec. On va intervenir par la télésanté, par Zoom Santé ou une autre plateforme. Là, je vous ai marqué React et Teams qui sont des plateformes sécurisées pour le réseau de la santé. Et quand on fait ça, on va avoir un ergo-partenaire qui va être à la maison. Et nous, on va être avec la personne, avec le parent et l'enfant, et nous, on va être à distance. On va également collaborer avec tous les autres intervenants de CLSC, de réadaptation, qui sont présents aussi dans le dossier, puis qui viennent supporter le parent dans sa tâche. Être parent, c'est un défi. C'est un défi pour tout le monde. Ça nous amène dans l'inconnu, ça amène énormément de nouveautés. Ça demande de reconnaître le besoin de l'enfant, de s'adapter aussi à des situations nouvelles et de planifier la réponse aux besoins de bébé en même temps qu'on l'inclut dans l'ensemble de notre vie et de notre quotidien. Être parent, ça s'inscrit à chaque fois dans une situation particulière. On pourrait être parent en région éloignée, par exemple, ou être parent d'un enfant à défi particulier. Ici, aujourd'hui, dans le fond, on regarde c'est quoi être parent avec une maladie neuromusculaire. Suivante. Oui, merci. Donc, être parent avec une maladie neuromusculaire, on peut déjà se dire que ça demande de reconnaître qu'il peut y avoir des limitations physiques et qu'on va devoir adapter notre environnement et physique
et humain aussi en conséquence. On va devoir planifier son environnement et la routine familiale, la façon de donner nos soins selon cette caractéristique-là qu'on a comme parents. Et aussi qu'on va devoir s'adapter à l'aide qui est offerte et aussi les ressources en place. Je pense par exemple au transport adapté, à l'environnement autour de nous. Donc, à part en plus, on est vraiment conscient de ce défi-là, puis notre souhait, notre grande mission, c'est de soutenir ces parents-là dans leur rôle parental. On croit à l'accessibilité, à ce que des personnes qui ont une déficience physique peuvent être parents à part entière. Et notre rôle, c'est de le soutenir pour l'enfant entre la période de temps où l'enfant a 0-2 ans. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment soutenir le parent impliqué et bébé en sécurité. Le parent peut être impliqué, soit qu'il est indépendant ou qu'il soit participant à la tâche. Donc, il pourrait en faire une partie de la tâche. Ça n'empêche pas qu'il est le parent puis qu'il va être, que nous, on va soutenir son rôle dans les soins à l'enfant. Comment on fait pour mettre tout ça ensemble? C'est quoi les interventions qu'on fait? C'est principalement 2 grands axes. Un axe d'adaptation puis un axe de compensation. Donc, quand je parle d'adaptation, on pourrait dire pour quelqu'un qui aurait une douleur au dos ou peu de force musculaire, on peut regarder c'est quoi les façons de déplacer une charge, de déplacer le bébé, hein, avec ses particularités, ses besoins à lui selon son âge, tout en respectant le besoin du parent. Même chose pour la gestion de douleur, la gestion d'énergie. Est-ce qu'on peut penser aussi à une méthode spécifique de réaliser les soins de bébé? Par exemple, si je suis capable de faire mon transfert au sol, mais que j'ai peu de force pour soulever l'enfant, bien, est-ce que je peux penser à faire le changement de couche au sol, jouer au sol, laisser mon enfant qui aurait 12 mois aussi au sol et que la majorité des soins se passent là, faisant en sorte que je n'ai pas à le soulever à répétition pour l'amener à la table à manger ou dans une chaise pour manger. Peut-être que la chaise à manger pourrait être au sol aussi également. Et on regarde comment je dois organiser aussi ma routine de soins, les soins à l'enfant. Est-ce que je dois l'organiser en conséquence des personnes présentes ou des équipements que j'ai, de la disponibilité des équipements que j'ai autour de moi. En termes de compensation, on va penser à des aides techniques spécialisées. J'en ai 2 exemples derrière moi, nos 2 plus grandes, le lit et le parc adapté. Mais aussi, parfois, c'est des équipements qui sont standards, qui sont en vente sur le marché régulier, mais qui peuvent convenir aux besoins du parent. Je pourrais penser à une chaise d'autre qui permet que mon parent s'approche, qui a un dégagement avant, qui permet que mon parent s'approche très facilement, puis qui peut lui donner à manger depuis son fauteuil roulant, par exemple. L'aide humaine est aussi une façon de compenser. Comment je peux aider, organiser ma participation ou donner les soins en fonction des gens qui vont m'aider à faire un transfert au bain. Puis ensuite, je peux faire le reste du soin, par exemple. Et on va aussi regarder l'aménagement de l'environnement. Voilà, les images valent 1000 mots, toujours. Donc, quelques équipements. Ça, voici un de nos équipements, l'équipement qui est derrière moi avec un des parents qui a reçu nos services et sa très jolie jeune demoiselle, sa petite fille qui est dans le parc adapté. Donc, cet équipement-là, entre autres, va permettre l'accès à un parent qui est en fauteuil à un parc. Donc, ça va lui permettre de mettre son enfant en sécurité pour le jeu ou pour une courte période, le temps d'aller à la salle de bain, par exemple, puis d'avoir aussi un espace à hauteur qui permet l'interaction. Aussi, contrairement à un parc standard qui demande aux parents d'être en position debout puis de faire complète flexion antérieure du tronc, en plus de soulever la charge. La prochaine diapo, on a encore quelques exemples. Bon, vous avez le lit Ottawa qui est ici, qui est derrière moi aussi. Le lit a vraiment des portes latérales coulissantes qui va faire qu'on va dégager une entrée pour avoir accès à l'enfant. Et comme le dessous est complètement dégagé, on peut s'approcher en fauteuil roulant.
La hauteur des pattes du lit est ajustable. On pourrait l'ajuster pour une personne ambulante aussi qui, par exemple, ne pourrait pas se pencher vers l'avant ou pourrait avoir accès, devrait comme avoir un soutien des bras pour aller accéder à bébé. La veste Lilou, vous la voyez, c'est un genre de petit harnais qu'on va mettre sur bébé qui est en mesure de tenir sa tête. C'est très important. Plusieurs équipements vont correspondre à des âges différents de l'enfant. Celui-là, c'est une fois que bébé est en mesure de tenir sa tête. Ça va venir ajouter 2 petites poignées à l'avant et à l'arrière. Et ça va me permettre de soutenir, de soulever bébé d'une seule main pendant que je prends mon appui, par exemple, sur mon fauteuil pour maintenir mon équilibre assis. Ça pourrait être la même chose en position debout aussi également. Le troisième équipement, un de notre autres équipements, le siège kangourou, bien ça fait en sorte qu'on vient soutenir bébé sur les genoux du parent avec un harnais 5 points dans un siège qui est fixé sur le parent et ça dégage complètement les mains et ça permet la propulsion du fauteuil roulant à ce moment-là. Les équipements que je vous ai présentés, les 4 exemples, il y en a plusieurs, il y en a près d'une vingtaine dans notre répertoire qui est disponible sur Internet. Donc, vous pouvez retrouver nos aides techniques exclusives avec des descriptions aussi et les conseils de sécurité aussi pour chacune de nos équipements. Je vous ai mis l'adresse au bas. Aussi, à cette adresse, vous allez retrouver la description de la clinique, de nos services, la façon aussi d'être, comment faire une demande d'admission également à notre clinique. Voilà, alors c'était l'essentiel de ma présentation aujourd'hui. Merci, Nathalie. Merci. Alors, à toi, Amira. Thank you, Natalie. I have to tell you that Merci Nathalie. Je dois te dire que pendant que tu donnais la présentation, j'ai reçu plusieurs messages de participants qui me disaient « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement avoir de tels services de différentes provinces, de l'Ontario et d'ailleurs. » Alors, merci beaucoup d'avoir partagé cette information. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à notre table ronde virtuelle qui sera une possibilité pour vous de poser des questions et de partager vos expériences en tant que personne souffrant de maladies neuromusculaires. Vous êtes les plus au courant. Alors, on aimerait que vous partagiez avec nous vos expériences. Alors, on est content d'avoir Marc Tanguay, qu'on voit ici avec son épouse. Il souffre d'attaxie de Friedreich, qui est une sorte de trouble neuromusculaire. Nous avons Geneviève Vanier aussi, avec son bébé. Et, elle est touchée par la maladie de Charcot. Daniela Mercado est avec nous. Elle aussi souffre de la maladie de Charcot. Elle nous appuie énormément. Et nous avons Nadia Korapi. Nadia est avec nous. Elle souffre de dystrophie musculaire des ceintures. William Wu, cliente de l'EMCL à la maladie de Charcot, et je dois vous dire que vous voyez souvent une répétition de cette maladie de Charcot. Ça nous démontre à quel point cette maladie est fréquente au Canada. Donc, ce que je vais faire, je vais pas... On va regarder, je vais mettre tous les panélistes ensemble et on va commencer. Alors, je pense que je vais commencer en vous demandant si vous aviez un conseil à donner à un parent qui souffre de maladies neuromusculaire, que ce soit la maladie de Charcot, que ce soit la dystrophie musculaire des ceintures. Je vais demander peut-être à Daniela de nous dire qu'est-ce qu'elle ferait. Ah bon. Eh bien,
Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. Je suis très chanceuse de participer aujourd'hui. Je vais vraiment faire de mon mieux pour donner des conseils, mais je vous dirais que moi, je pourrais également utiliser certains de vos conseils. Je pense que l'un des conseils que je pourrais donner aux gens, ce serait que peu importe ce que vous pouvez faire, vous savez, parfois, quand on a des enfants, on est anxieux, on a une centaine de questions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Alors, c'est simplement décider que vous pouvez passer à travers beaucoup de choses quand vous le voulez. Il y a toujours de l'aide là. Euh, Essayez de ne pas aller trop loin. Essayez de ne pas vous projeter trop dans l'avenir parce que ça peut vous nuire. Prenez chaque étape comme elle arrive, vous pourrez passer au travers. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniela. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, Nadia, un truc que vous donnerez à vos parents, à un parent qui vit dans cet environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, c'est la première fois que je me joins à votre groupe. Je pense que c'est extraordinaire de pouvoir s'ouvrir et d'avoir une conversation table ronde et simplement de parler de tout, à quel point notre vie est quand même spéciale, unique et comment on peut s'entraider. Alors, je pense que c'était fantastique ce que Nathalie a dit, tellement pertinent parce que ce qu'on fait toujours quand ça arrive, je pense que on regarde, bon, comment on peut s'en sortir. Et je pense que mon conseil, c'est n'hésitez pas à consulter, à demander de l'aide. C'est très, très important d'avoir une famille, un réseau, des amis autour de vous qui sont là pour vous. Ça, c'est vraiment important. Magnifique. Alors, je vais au fur et à mesure maintenant. Marc, vous, quel conseil vous donneriez? Je suis d'abord désolée de mon élocution. I guess I would echo what Danielle said about Comme Daniel l'a dit, il faut vivre le moment présent, ne pas essayer de prévoir l'avenir, juste profiter du temps présent. Et un bon réseau de soutien, c'est important. À mesure qu'on vieillit, moi, ce que je recommande, d'essayer de vous adapter et d'adapter ce que vous faites et d'utiliser ce qui marche pour vous. Laissez tomber l'idée d'avoir un emploi à temps plein, par exemple, ou de faire les choses comme les autres. Bon, quittez votre emploi, trouvez des choses à faire à votre rythme. Enseignez à vos enfants à la maison, faites ce que vous pouvez à partir de la maison. Parce que le déplacement, le transport, c'est vraiment très difficile. C'est tellement un énorme fardeau quand vous vivez avec des problèmes neuromusculaires. Est-ce que tu as autre chose? Oui, on a peu de temps maintenant. Nos enfants ont 5 ans et 8 ans. Alors, on a passé la petite enfance. Et encore une fois, on a adapté la vie de nos enfants. Moi, je ne pouvais pas à la fois déplacer mes enfants à différents programmes d'éducation, prendre soin de Marc. Alors, on a adapté notre vie
Et maintenant, on enseigne à la maison à nos enfants. On a réussi à travailler à la maison, surtout quand les enfants sont à la maison, à l'école. Alors, on s'adapte chaque fois, à chaque phase, à chaque étape, c'est différent. La maison, chaque année, est adaptée différemment. Et aussi, nos enfants s'adaptent. Si ils grandissent et ils apprennent, hein, n'est-ce pas? Alors, on vit le moment, c'est ça. Magnifique. Geneviève, est-ce que vous pouvez donner des conseils à des parents? Je vais répondre en français avec la traduction simultanée. Moi, mes enfants sont plus jeunes. J'ai une petite fille qui a 3 ans puis une qui a 5 mois. Puis qui fait dodo présentement. Mais ouais, quel conseil je pourrais te donner? Ben, je pense que c'est d'être, en plus de ce qui a déjà été dit, c'est peut-être d'être ouvert d'esprit, en fait. Parce que il y a plusieurs façons de faire les choses. Puis, c'est ça, quand on commence à penser à l'idée d'être parent, d'aller chercher des idées de façon de faire ou d'adaptation, un petit peu comme dans la présentation de Parents Plus. Sinon, il y a des groupes Facebook, il y a des gens qu'on connaît qui ont peut-être des maladies semblables à nous, des conditions physiques qui peuvent nous ressembler. C'est ça. Moi, je m'étais beaucoup informée justement des collègues d'université qui étaient en fauteuil roulant aussi, puis savoir comment eux vivaient la grossesse en fauteuil roulant, comment ils vivaient certaines choses plus précisément, mais d'avoir un peu le témoignage de d'autres personnes qui le vivent, puis ça aide à s'imaginer, peut-être anticiper nous comment ça va pouvoir être pour nous, pour notre famille. Puis peut-être une fois qu'on vit avec les enfants, ben peut-être d'avoir un réseau, d'être bien entouré. De la famille qui peuvent aider. Il y a des groupes communautaires aussi qui peuvent aider beaucoup, qui sont spécifiques à la famille. Il n'y a pas nécessairement qui ne ciblent pas nécessairement leur service aux personnes handicapées, mais qui peuvent aussi être un bon support. Puis des mamans dans notre quartier, des groupes de mamans aussi, ça peut être aussi un bon support, même s'ils ne vivent pas nécessairement précisément les mêmes choses que nous. Je pense que d'être bien entouré, c'est important justement pour... il y a les équipements qui peuvent nous aider, il y a nos ressources, mais il y a aussi le village qui va pouvoir nous aider à élever notre enfant. This is great. It's nice that Magnifique, c'est bien, c'est extraordinaire d'avoir vos trucs, vos idées, compter sur le moment présent, mais avoir un bon réseau. Ah oui, compter sur ce village, créer notre propre village dans le fond. Marc aussi, c'est intéressant. Est-ce que vous, Willa, est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Merci de me demander de me joindre à votre table ronde. Je suis Willa et j'ai aussi CMT type 2. Alors, mes capacités de marche sont affectées et aussi capacités musculaires. Un truc que j'ai, c'est de toujours avoir confiance en soi, être toujours positif. Vous savez, il n'y a rien de différent avec les autres personnes. C'est rester vous-même. Vous pouvez tout faire, mais différemment. En ce qui concerne, si vous êtes en fauteuil ou si vous marchez bizarrement, c'est pas grave. Considérez-vous comme une personne normale. Vous pouvez faire des choses. Et
si vous vous joignez à cette communauté, dans cet esprit, vous allez être fiers de vous. Et le plus important, si vous avez besoin d'aide, allez en demander. Toujours demander de l'aide si vous en avez besoin. Et c'est ça. Magnifique. Maintenant, les parents qui ont des enfants plus âgés, avez-vous parlé avec vos enfants au sujet de vos incapacités ou la modification qui est apportée à la maison ou à votre style de vie, des choses comme ça? Est-ce que, Nadia, est-ce que tu en as parlé à tes enfants de tes problèmes neuromusculaires? Oui, tout à fait. Toute ma vie tourne autour de ça. Nous, on a fait tellement de modifications, d'ajustements au fil des ans. On vit toujours dans la même maison, mais on est toujours en train de la modifier. Et on l'a complètement adapté au fauteuil roulant. Je ne suis pas dans un fauteuil roulant, mais là, je sais que ça s'en vient bientôt. Et pour que les choses soient plus faciles. Et mes enfants y participent pleinement. Ils ont leur corvée, leurs tâches. Ils connaissent exactement ce qu'est la dystrophie musculaire. Ils connaissent les différents types de dystrophie musculaire. Et ils connaissent mes limites. Et nous, essentiellement, comme famille, on travaille ensemble pour que tout fonctionne et soit facile pour tout le monde. On est une unité, comme je dis, et on se soutient. Ils font partie. On avait de la campagne, il y avait une campagne, ils ont eu des T-shirts, etc. Et même quand ça a été terminé, ils ont porté leurs T-shirts à la maison comme étant fiers. Là. Bon. Alors, ils sont vraiment emballés de faire partie de cela. Et aussi, ils sont bien contents. Même si c'est une épreuve ou une lutte, c'est en dehors de leur vie personnelle. Comment dire? C'est assez spécial, c'est unique. On n'est pas comme la famille moyenne, hein, on est différents. Alors, eux, ils ont vraiment une autre perspective différente pour eux. C'est comme un jeu. Et ils aiment la vie qu'ils vivent. Daniela, avez-vous parlé à vos enfants au sujet de votre situation neuromusculaire? J'ai 2 enfants, un enfant de 5 mois et un de 3 ans. Un enfant de 3 ans, bon, c'est pas tout à fait au moment où je peux en parler vraiment, mais je peux vous dire quand même que il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois que je sors, il m'apporte mes souliers à la porte. Il dit, maman, est-ce que je peux t'aider? Il prend ma canne. Et quand j'ai besoin, bon, il me montre son bras pour que je tienne son bras. Alors, il sait déjà, là, il y a des automatismes. Il assume ça, il comprend, il dit, ah, maman, est-ce que tu as besoin d'aide? Il ramasse ses jouets. Alors, il y a l'idée, il y a comme une idée que oui, j'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose qui se passe. C'est juste qu'on n'a pas mis des mots là-dessus, on n'a pas eu de conversation complète, mais je suis certain que je vais pouvoir le faire bientôt. Merci, Daniela. Maintenant, une autre question pour Geneviève. La question est la suivante. Dans cette phase avec un nouveau-né, avec un problème neuromusculaire, c'est difficile, hein, avec un nouveau-né, qu'on ait ou non cette maladie. Qu'en est-il pour vous, en plus de la dystrophie musculaire? Est-ce que c'est mieux, moins, pire? Quelle est votre expérience avec un nouveau-né, Geneviève? C'est ça. Pour mes 2 enfants, on a fait le cododo. Fait que le bébé dort avec nous, soit dans un Moïse ou vraiment dans le lit avec nous. Puis c'est sûr que c'est ça. Pour les nuits, c'était plus difficile. Ma première se réveillait beaucoup plus la nuit, là, donc tant mieux. Deuxième, elle dort mieux, mais c'était beaucoup papa qui se réveillait la nuit pour prendre bébé, changer sa couche, puis me l'amener pour que je l'allaite.
Fait que oui, ben, avec les nuits, c'est vraiment quelque chose. C'est sûr que, comme toutes les mamans, avant de le vivre, on ne sait pas vraiment comment ça va être. Personnellement, ça m'inquiétait beaucoup là, de savoir comment je ferais pour passer mes journées sans dormir. Mais c'est ça, on a quand même, je ne sais pas si c'est le bilan d'hormones, mais on a quand même la force de le faire si on veut. On dort un petit peu le jour aussi, où on est un peu plus relax. Au début, quand le bébé est tout petit, c'est vraiment la seule activité qu'on a dans la journée, s'occuper de bébé. Ça se passe quand même bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres enjeux autour, comme pour l'allaitement, juste de placer bébé, d'être capable de la tenir, de bien positionner. Je sais pas si c'est l'expérience, là, le deuxième bébé, je trouve ça plus facile aussi. Mais c'est ça, manipuler bébé quand il est tout petit, c'était quand même quelque chose. Fait que, papa m'aidait beaucoup justement à prendre bébé, à le placer. Pour l'allaitement, j'avais eu quand même du support de l'infirmière CLSC. J'avais eu quand même beaucoup d'aide avec ça aussi, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont différentes puis qu'il faut peut-être... mais, je That's sais pas great, si le Genevieve. And travail one thing I think Nadia mentioned this, if I'm not mistaken, was that every Nadia a dit que chaque phase de la vie comme parent, avec ou sans maladie neuromusculaire, c'est différent. C'est différent, c'est difficile. Alors, ensuite, ils vont à l'école, ensuite, ils sont des ados, ensuite, je ne suis pas rendue là, mais je sais que de toute façon, ça, c'est des phases importantes pour tout le monde. Maintenant, Marc, j'ai une question. Je pense que tu l'as dit, s'adapter, par exemple, télétravail, enseigner aux enfants à la maison. Maintenant, dans le monde de la COVID, c'est une réalité pour beaucoup de familles. C'était avant, là, mais là, évidemment, on a presque tous adapté cette vie-là. Mais j'aimerais savoir, vous, la pandémie, comment ça ça a influencé votre vie de parent, la dynamique, etc.? Well, actually, the pandemic La pandémie, en fait, a eu positive influence on une influence positive. I would say the boys Je dirais que probably a function of being homeschooled now. les enfants, They get along a lot better. on leur fait des classes à la maison. Independently on their own. Ils peuvent jouer de leur côté. Ils sont mieux adaptés. Ils sont plus à l'aise avec ça. Because she works from home. Ma femme fait du télétravail, donc Job has actually become more busy. elle est plus occupée Got par son more travail. income. Et puis, elle en fait plus. Ça amène plus de revenus. Well, the pandemic has been actually quite good for Dans l'ensemble, la pandémie a été bonne pour nous. Oui, ça nous a rapprochés parce qu'on est comme dans une petite bulle à la maison. Oui, c'est bien. we just gotta be careful about like letting people in, passing germs around. But other than that, it's been good. Mais outre cela, tout est parfait. Oui, oui, il y a beaucoup moins de stress, beaucoup moins de stress. Parce que des fois, on fait rien, on est à la maison, donc on fait notre possible. Il n'y a pas d'attente. Ah, il faut aller ici, il faut aller là. Ah, mon Dieu, comment on va faire? Non, on est plus relax. Il s'agit d'être présent avec la famille. Get everything delivered now. Ah, on fait tout livrer maintenant. Pour nous, c'est plus facile. La vie est tellement plus facile. Alors, on n'est pas en train de courir comme des chiens fous, là. Non, non, passer du temps à l'extérieur des enfants, loin des enfants. Non, c'est beaucoup plus facile pour nous. That's fantastic. Ah, fantastique. Qu'est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter un mot sur la pandémie? Est-ce que ça a eu des influences? Daniela? Oui. Oui, j'étais justement, Marc, outre ce côté positif, je l'apprécie parce que très souvent, moi, je m'attendais à une réponse différente. Vous êtes tellement positif.
Ça, c'est bon, oui. Pour nous, ça a été plus difficile parce que nous, on était habitués d'avoir des sorties, d'aller à la bibliothèque. Il y a des programmes sur lesquels on comptait, par exemple. Alors, il y a très souvent, maintenant, ça revient sur moi, bon, par exemple, pour mes enfants. Ah, on va faire du bricolage. Ah, on va faire ceci, on va faire cela, au lieu de les amener quelque part. Alors maintenant, ils dépendent de moi. Alors, on devient fou, on essaie de voir, hey, comment est-ce qu'on va s'en sortir là, maintenant, euh, faire ces activités. Donc, tout repose sur nos épaules. Moi, je trouve ça un petit peu plus stressant pendant la pandémie. D'autre part, je suis d'accord avec Marc et sa femme. Oui, c'est bien d'avoir ce rapprochement avec la famille, cette proximité. Et on ne manque quelques activités comme les leçons de natation qu'on prenait comme des routines, mais maintenant, bon. D'autres questions? Je surveille le temps. Comme vous le savez, la dystrophie musculaire peut être héréditaire, ça peut être génétique ou ça peut être congénital. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une crainte ou est-ce que vous vous êtes inquiète au sujet de votre enfant? Est-ce que vous pensez que vous êtes inquiète que votre enfant l'ait? Et est-ce qu'il y en a qui ont fait des tests génétiques avec un membre de la famille? Nadia, est-ce que je peux te poser la question à toi? Oui, absolument. Dans mon cas, c'est une mutation génétique, donc c'est génétique. J'ai pas, à ce jour, fait d'autres recherches. Je veux que mes enfants vivent le moment sans avoir ce spectre derrière la tête. Mais je pense que oui, c'est sur ma liste de priorités à un moment donné. Et je pense que une chose qu'on offre comme parents, il y a tellement de choses euh, sur le plan ou d'aide sur le plan émotif, psychologique, physique. Alors, on peut déjà nous les orienter, hein, parce qu'on a beaucoup consulté aussi. Alors, même si ça semble facile, je pense qu'il faut compter sur notre soutien, notre système de soutien. Alors, je sais qu'on a commencé avec un truc. Alors, conclure avec un mot donc qui décrit votre expérience comme parent à ce jour. Alors, des fois, un mot, c'est passé, mais essayez de résumer en un mot votre expérience de parent, sachant que cette vie est tellement unique, dynamique, différente, avec ou sans dystrophie musculaire. Avez-vous un terme pour décrire votre expérience? Alors, oui, là, un mot pour décrire votre expérience. Être positif et encourager nos enfants à faire ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Ne vous souciez pas de la façon dont ils vous voient, ils vous considèrent. Non, soyez normal dans votre tête. Vous êtes unique et vous pouvez y arriver. Merci. Marc, My one word would mon mot serait adaptive. s'adapter. No, don't try to emulate Essayez pas the d'imiter life of like la vie des autres, là, ou de tout le monde. Do things your own Faites les way. choses à votre façon. Be willing to make changes to the way you live your own life. Vivez votre vie For the family. comme ça marche pour vous et votre famille. Fantastique. Daniela? Oh, c'est difficile de résumer en un mot. Je dirais qu'il faut croire en soi, en croire qu'on peut surmonter les défis, quels qu'ils soient, ou les pensées qui peuvent surgir dans notre esprit, en sachant qu'on peut surmonter les difficultés
et les changer en expériences positives. Avant de terminer, je veux juste dire une chose, si je peux, et j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Un élément important pour les nouveau-nés, mon mari, qui a fait pour les gens qui ne pouvaient pas avoir un petit berceau. Euh, Souvent, sont chers, ces berceaux. Alors lui, il a mis séparé la porte en deux. Donc, moi, j'ai pu ouvrir le berceau comme une porte. Il a mis des pentures, puis je voulais simplement vous montrer ça. Alors, il a bricolé le berceau avec une porte pour que je puisse aller chercher mon enfant. Alors, nous, on l'a adapté, ça a marché. Merci. Geneviève, un mot pour décrire ton expérience? Ce n'est pas directement lié à la maladie ou au handicap, mais je pense que de devenir parent, c'est vraiment de vivre le moment présent. C'est vraiment, les enfants, ça nous ancre dans... C'est à nous de répondre à leurs besoins à eux, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça nous sort aussi de Excellent. je sais pas, And ça, au Nadia, lieu how de about se you? regarder nous-mêmes, c'est vraiment de faire un don de soi, puis d'être dans leur moment présent à eux aussi. Ça passe tellement vite aussi. Nadia. Nadia? I think for me, it's really important is C'est important pour moi la transparence, que les enfants sachent. Quoi qu'il en soit, je suis toujours ouverte, honnête, ils peuvent me faire confiance n'importe quand. Alors ça vient avec tout, parce que si on a ce niveau de confiance, d'ouverture, ils savent que quoi qu'il arrive, ça va toujours être OK et ça va toujours l'être. Alors pour moi, la transparence, c'est comme ça que je décrirais ma vie de parent. Ouverture, honnêteté et faire en sorte qu'ils vont... Oh, quel don magnifique! Geneviève, magnifique. Quelle belle façon de terminer la discussion d'aujourd'hui. Merci à chacun des panélistes. Et si je peux terminer, je vous décrirai comme étant adaptatif, positif, transparent. Et merci énormément d'avoir pris le temps pour être avec nous. Joignez-vous à nous pour les 2 autres sessions de cet après-midi. C'est sur l'écran. La prochaine, c'est sur les histoires de parents et les expériences de maladies chroniques. Ceux qui ont des enfants ou des jeunes adultes qui ont. Donc, merci beaucoup à vous tous qui vous êtes joints à OMIDER et prenez soin de vous. Take care.